Un pèlerinage imaginaire sur le chemin de Tours, partie 2. La deuxième section de notre pèlerinage longe la Loire d'Orléans à Tours. Elle comporte 5 étapes. On voit en blanc sur la carte. En jaune, ce sont les petits points d'intérêt. Nous sortons d'Orléans par le pont Royal vers la rive sud de la Loire, là où se déroulèrent les fameux combats de Jeanne d'Arc lors du siège d'Orléans. À quelques kilomètres de là, nous voilà sur le lieu où fut assassiné le duc François de Guise, chef des catholiques, qui firent le siège d'Orléans en 1563. La ville était alors aux mains des protestants. Après ce meurtre perpétré par un protestant, un accord fut signé, mais les tensions entre les belligérants demeurèrent vives et mèneront à la Saint-Barthélemy 9 ans plus tard. Voici l'endroit exact où tomba le duc. Il fut nommé la Pierre du Duc. Quelques kilomètres plus loin, voici la basilique Notre-Dame de Cléry-Saint-André. Détruite en 1428 lors de la guerre de Cent Ans, l'église fut reconstruite sous les ordres de Louis XI, suite à une victoire en 1443 à Dieppe, alors qu'il n'était que le dauphin. Très dévot, il demandera d'y être enterré plutôt qu'à Saint-Denis, qui était pourtant la métropole royale des rois de France. Il s'y fit faire un modeste monument. Oui, modeste. Le monument initial fut détruit en 1562 par les protestants, alors maîtres d'Orléans. Il fut reconstruit en 1662 sous les ordres de Louis XIII. Il fut redétruit encore en 1792 lors de la Révolution française. Les fragments furent réutilisés en 1818 et finalement rehaussés à leur emplacement actuel en 1896. On a trouvé dans les archives un dessin du monument initial. Louis XI y est simplement représenté en habit de chasseur avec son chien de chasse. À la fin de l'étape, nous repassons sur la rive nord, à Meung-sur-Loire, où on peut admirer le château des évêques d'Orléans. C'est là que fut incarcéré en 1461 François Villon, l'auteur de la fameuse Ballade des pendus. Il sera libéré quelques mois plus tard, sous les ordres de Louis XI. Quelques kilomètres plus loin, nous voici à Beaugency. La ville est dominée par la Tour de César, un donjon du XIe siècle qui faisait partie d'un château défendant un pont sur la Loire. Le château adjacent fut la propriété de Jean de Dunois, le fils bâtard de Charles, duc d'Orléans. Grand guerrier, il fut un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Il reçut Louis XI dans son château après son sacre à Reims en 1461. C'est probablement lors de cet événement que François Villon fut libéré de sa prison. À l'étape suivante, nous retraversons sur la rive sud de la Loire à Muides-sur-Loire. Nous passons près du très ordinaire château de Collier, qui est une résidence privée maintenant. Mais c'était le château du dernier gouverneur de la Nouvelle-France, le chevalier de Vaudreuil, qui fut le seul gouverneur né en Nouvelle-France. Il fut emprisonné à son retour en France en 1762, car il fallait bien trouver un coupable pour la défaite. Il fut jugé et acquitté en 1763. Il est mort à Paris en 1778. Nous terminons cette étape à Blois, comme on peut la voir de la rive sud. Le château de Blois date du XIIIe siècle et il faut modifier jusqu'au XVIIe siècle. Il fut très fréquenté par de nombreux rois de France. Charles, duc d'Orléans, en est un des propriétaires. Libéré d'Angleterre après avoir été capturé lors de la bataille d'Azincourt, il y fait de nombreuses fêtes où François Villon brille par sa poésie. Le fils légitime de Charles d'Orléans, devenu le roi Louis XII, en fait sa résidence principale avec sa deuxième épouse, Anne de Bretagne. François Ier y fera construire une aile dans le style italien. On y trouve donc une très belle statue de Louis XII en cavalier. Et, à plusieurs endroits, on retrouve le porc-épic, qui est le symbole de Louis XII, avec les lettres L pour Louis et A pour Anne de Bretagne. De même qu'on retrouve aussi le symbole de la salamandre, qui est le symbole de François Ier. On retrouve aussi sa marque dans le style Renaissance, qui est cher à François Ier, dont témoigne d'ailleurs cet escalier monumental très décoré. Dans le musée du château, on peut admirer ce tableau qui représente l'assassinat à Blois en 1588 du duc Henri de Guise, qui était le fils de François de Guise. Le duc était le chef des extrémistes catholiques de la Ligue, qui s'opposait à Henri III. Ce fut la rupture avec la Ligue que Catherine de Médicis tentait d'éviter.
Elle mourut d'ailleurs 2 semaines plus tard, au château, dans la chambre de la reine que l'on peut visiter. 3 mois plus tard, Henri III mourait à son tour, assassiné par un moine fanatique. C'était le dernier des Valois. On peut aussi visiter la chambre du roi, là où il y eut l'assassinat. Mais il n'y a pas eu que des éléments tragiques à Blois. C'est à Blois, en 1617, que Louis XIII, âgé de 16 ans, exile sa mère Marie de Médicis pour se libérer de la tutelle de sa régence. En 1619, aidée par des nobles révoltés contre son fils, Marie de Médicis réussit une évasion rocambolesque en pleine nuit à l'aide d'une corde en descendant le long d'un mur éboulé. Rubens a représenté la scène de façon très allégorique. Les figures ailées, en haut, à gauche, représentent la nuit et l'aube. Le personnage casqué représente la France qui accompagne la reine dans sa fuite. Cette peinture est au Louvre. À la fin de l'étape suivante, nous voilà au château de Chaumont-sur-Loire. Le château initial datait du Xe siècle. Il fut brûlé sur l'ordre de Louis XI pour punir son propriétaire coupable d'avoir participé à une révolte contre le roi. Reconstruit au XVe siècle, il fut la propriété de Catherine de Médicis qui l'échangea contre celui de Chenonceau, propriété de Diane de Poitiers, la maîtresse de son mari Henri IV. Ce magnifique château comporte de très belles écuries et un jardin. Notez d'ailleurs les portes d'entrée, nous les retrouverons sur un autre château plus tard. L'étape suivante nous amène à Amboise. Construit au Xe siècle, c'est la demeure favorite d'Anne de Bretagne et de son premier époux, Charles VIII. Il y meurt en 1498 en se heurtant la tête sur une poutre en se rendant à une partie de jeu de paume. Il avait 28 ans. En 1560, une tentative d'enlèvement est organisée par des protestants pour soustraire le jeune roi François II, âgé de 16 ans, à l'influence de Catherine de Médicis, sa mère et régente, et du duc de François de Guise, chef des catholiques de la Ligue. Le 16 mars, une troupe est assemblée dans la forêt autour du château d'Amboise, où s'est réfugié le roi. Mais le complot est découvert, et les chefs des comploteurs sont arrêtés et décapités ou pendus dès le lendemain au mur du château. François Ier résida souvent à Amboise. Très épris d'art italien, il invite en 1516 Léonard de Vinci à venir travailler en France. Il l'installa à côté du château d'Amboise, au Clos Lucé. C'est maintenant un musée dédié aux œuvres de Léonard. Léonard mourra au Clos Lucé en 1519. Sa tombe se trouve dans le château d'Amboise, dans la chapelle de Saint-Hubert. François Ier était très attaché à Léonard, comme le suggère ce tableau d'Ingres peint en 1818. Malheureusement, les archives prouvent que François Ier était à Saint-Germain-en-Laye à la date de sa mort. Il n'était pas au chevet de Léonard. La dernière étape de cette section nous amène à Tours, que nous rejoignons en empruntant le pont Wilson. Tours, c'est la ville de Saint-Martin. Né en Hongrie en 1316 après Jésus-Christ, c'était initialement un soldat romain. Il devint célèbre par sa générosité en partageant son manteau avec un mendiant transi de froid. Il devint évêque de Tours en 371. Une grande basilique fut construite sur son tombeau après le grand incendie de la ville en 1203. Cette basilique devint un des plus grands lieux de pèlerinage de France au Moyen Âge. Cette basilique s'écroula en 1797. Une petite basilique a été reconstruite sur le site au début du XXe siècle. Dans sa crypte, on retrouve le sarcophage qui contient les quelques restes de Saint-Martin. Le château de Tours date du XIe siècle. Louis XI, âgé de 13 ans, s'y maria contre sa volonté en 1436. Il rendit sa femme tellement malheureuse qu'elle mourut à 20 ans en déclarant « Fille de la vie, qu'on ne m'en parle plus ». En 1588, après l'assassinat du duc Henri de Guise à Amboise, Henri III fait enfermer son fils de 17 ans, Charles de Guise, dans le château de Tours. Il s'en évadera 3 ans plus tard à l'aide d'une corde et sous le feu d'arquebuses de ses gardes. Il deviendra lui aussi le chef de la Ligue, mais il se réconciliera avec Henri IV. Toujours à Tours, nous voici devant le château de Plessis-les-Tours. Originalement propriété de Charles VII, le château devint la résidence principale de son fils Louis XI, qui l'agrandit considérablement. Il y appréciait particulièrement la présence de la forêt toute proche, où il allait fréquemment chasser. S'il nous apparaît de nos jours très modeste, c'est qu'il ne reste qu'une très petite partie du château initial. Ce n'était quand même pas un château énorme, Louis XI étant plutôt économe, du moins selon les critères de l'époque.
Il fit même installer un atelier de soierie où il travaillait 17 ouvriers pour développer cette industrie très lucrative pour le royaume. Il mourut au château en 1483. Les sous-sols du palais contiennent le cachot de la Balue, des cages sous un escalier dans lesquelles on enfermait les prisonniers selon la légende. Ces cages furent surnommées les fillettes du roi. Louis XI y aurait fait enfermer le cardinal Labalue, accusé de trahison. Dans les faits, il fut emprisonné surtout à Loches pendant 11 ans. Les fillettes étaient tout simplement de lourdes chaînes. L'histoire n'a pas été très tendre avec Louis XI. La cathédrale de Saint-Gatien de Tours est un style gothique flamboyant. Elle possède un très bel ensemble de vitraux du XIIIe siècle. C'est dans cette cathédrale que se trouvent les dépouilles de 2 des enfants de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, morts en bas âge. Comme aucun de leurs 6 enfants ne survécurent à Charles VIII, son lointain cousin, Louis XII, monta sur le trône. Afin d'assurer sa propre lignée, Louis XII, qui avait été marié contre sa volonté avec Jeanne de France, la fille difforme de Louis XI, il demanda le divorce. C'est dans cette cathédrale que le pape Alexandre VI convoqua un tribunal ecclésiastique qui déclara nul le mariage pour cause de non-consommation, après 22 ans de mariage, et ce, malgré les dénégations de la reine. Louis XII put alors marier Anne de Bretagne, la veuve de Charles VIII. Pour ce service rendu par le pape, Louis XII dut céder le duché du Valentinois à César Borgia, un condottière cardinal, fils du très débauché Alexandre VI. Mais, même mort, Louis XI eut un certain demi-succès, car en mariant Louis avec sa fille, il voulait empêcher la lignée de Louis d'éventuellement se substituer à la sienne. La lignée de Louis XII s'éteignit effectivement, mais aussi celle de Louis XI. La 3e section de notre voyage, entre Tours et Poitiers, nous amène dans le Poitou, et elle comporte 6 étapes. Tout juste avant la fin de la première étape, nous arrivons au modeste château de Cousières. Quelques mois après sa fuite du château de Blois en 1619, Marie de Médicis décide de faire la paix avec son fils Louis XIII. Ils se rencontrent au château de Cousières. Les écrits de l'époque parlent d'une réconciliation dans une atmosphère détendue. De nos jours, on imaginerait la reine et son fils causant paisiblement autour d'un barbecue. Mais voilà comment Rubens dépeint la rencontre dans cette toile exposée au Louvre. On y voit Marie de Médicis portant un caducée, signe de paix, et enlacée tendrement par son fils. À gauche, l'amour maternel. À droite, la France avec son globe terrestre et la justice divine foudroyant l'hydre de la discorde. La concorde semble rétablie. Mais, en août 1620, moins d'1 an plus tard, Marie de Médicis ayant levé une armée contre son fils, elle est vaincue par l'armée dirigée par Louis XIII en personne lors de la bataille des Ponts de Cé. Marie de Médicis et son fils se réconcilieront encore, mais 11 ans plus tard, Marie s'enfuira de France pour aller mourir en exil en Allemagne, dans une maison appartenant à Rubens. Dès le début de la seconde étape, nous pouvons admirer l'impressionnante forteresse de Montbazon. Elle fut construite au Xe siècle sous Foulques Nérat, Foulques le Noir en français, le comte d'Anjou. Cet homme particulièrement violent aurait fait brûler vive sa première femme qui ne lui avait pas donné d'enfant. Il était néanmoins très pieux et aurait fait 4 fois le pèlerinage de Jérusalem pour expier ses péchés. La statue de Notre-Dame sur ses remparts est cependant un ajout tardif du XIXe siècle. Elle fut érigée en 1860, la même année que l'érection de la statue de Notre-Dame du Puy-en-Velay. Foulques Nérat aura fait construire un grand nombre de citadelles de ce type dans sa lutte constante contre ses voisins. À la 3e étape, voilà l'église Sainte-Catherine de Fierbois. Elle fut construite sur les ruines d'une chapelle où Jeanne d'Arc se recueillit en 1429 en se rendant rencontrer le roi Charles VII avant d'aller délivrer Orléans. C'est dans cette chapelle que Jeanne découvrit une épée fichée en terre et attribuée à Charles Martel, le vainqueur des morts à la bataille de Poitiers en 732. C'est cette épée qu'elle utilisa lors du siège d'Orléans. On trouve sur un mur de l'église une épée correspondant à la description qu'en fit Jeanne d'Arc lors de son procès. De là à conclure qu'il s'agit de la même, à vous d'en juger.
Sur ce chemin, pas de montagne en vue. Toujours sur la troisième étape, nous pouvons voir deux monuments mégalithiques, nombreux dans la région, qui témoignent de la présence de l'homme dans les millénaires avant notre ère. Le premier, surnommé le dolmen de la pierre fondue, se situe à Sainte-Maune de Touraine. Le second, 2 km plus loin, situé à Draché, se nomme le menhir de la pierre percée, et il est daté entre moins 4000 et moins 2000 ans avant notre ère. À la quatrième étape, nous arrivons à Châtellerault et à la commanderie templière d'Auzon. Plusieurs des commandeurs de cette propriété des Templiers furent impliqués dans les batailles de la 7e croisade à laquelle participa Saint-Louis et aussi dans le paiement de la rançon lorsque Saint-Louis fut capturé en 1250. La 5e étape passe par Sénon-sur-Vienne. On y a découvert, tout à côté du chemin, un village gallo-romain, un bourg secondaire de Poitiers, une des principales villes des Pictons, un peuple gaulois. On y a trouvé un théâtre capable de contenir jusqu'à 10 000 personnes. Toujours lors de la même étape, nous arrivons à Mousset-la-Bataille, sur le site même de la bataille de Poitiers. Il ne s'agit évidemment pas ici de la bataille de Poitiers de 1356 où fut capturé le roi de France Jean II, car, comme son nom l'indique, cette bataille a plutôt eu lieu à Noailles-Maupertuis, à 10 km de Poitiers. Non, nous parlons ici de la non moins fameuse bataille de Poitiers de 732, où l'armée du roi de Franc Charles Martel arrêta l'expansion des forces musulmanes venues d'Espagne fraîchement conquise en 711. C'est probablement en revenant de la bataille que Charles Martel oublia son épée à Fierbois. Mais que faisait cette dame au milieu de la bataille? À la fin de l'étape, vous pourrez vous reposer au château de Dissé, tout proche de Mousset-la-Bataille. Il fut édifié pour Pierre d'Amboise, qui a vécu entre 1450 et 1505. C'était l'évêque de Poitiers. Il fut ensuite la résidence des évêques de Poitiers jusqu'à la Révolution en 1793. Ses portes sont inspirées du château de Chaumont-sur-Loire, où Pierre d'Amboise avait été élevé. C'est maintenant un hôtel avec spa pour pèlerins fortunés. Sinon, il y a un autre gîte à Dissé. Après une dernière étape, nous arrivons à Poitiers. Après la conquête romaine, Poitiers devint le centre administratif de la région d'Aquitaine. À la fin de l'Empire romain, la région est évangélisée par Saint-Hilaire, qui vécut de 315 à 377. Les restes de Saint-Hilaire sont conservés dans la crypte de l'église romane du Xe siècle de Saint-Hilaire-le-Grand. On trouve à Poitiers un baptistère datant du 4e ou du 5e siècle. Ce monument est un des très rares vestiges de l'architecture mérovingienne en France. Ces murs sont couverts de fresques du 11e et du 12e siècle. Le baptistère de Saint-Jean est aussi un musée contenant de nombreux sarcophages mérovingiens. Au Moyen Âge, Poitiers devient la capitale des ducs d'Aquitaine. Le duc Guillaume IX y fit construire une tour en 1104 et y installa sa maîtresse, à Mauberge de l'île Bouchard, d'où son nom de tour Maubergeon. Le duc Guillaume X mourut, lui, le vendredi saint 1137 à Saint-Jacques-de-Compostelle, à la fin de son pèlerinage. Sa fille, Aliénor d'Aquitaine, devint duchesse d'Aquitaine et reine de France par son mariage avec Louis VII. Après son divorce, elle devint reine d'Angleterre suite à son mariage avec Henri II, roi d'Angleterre. C'est cet événement qui est à l'origine de la présence anglaise dans le sud-ouest de la France durant le Moyen Âge. C'est sous le règne d'Aliénor que fut construite la magnifique grande salle dans le palais des ducs d'Aquitaine. Cette salle servait, entre autres, pour rendre la justice ducale. La construction de l'église Notre-Dame-la-Grande débuta en 1086. Sa magnifique façade sculptée date de 1115. La cathédrale Saint-Pierre de Poitiers fut aussi érigée sous le règne d'Aliénor d'Aquitaine. Elle possède un des plus vieux vitraux d'Occident, le vitrail de la crucifixion. C'est une œuvre remarquable par sa composition et ses couleurs. Dans la partie inférieure, on y voit les commanditaires de l'œuvre. Aliénor d'Aquitaine, à gauche, et son mari d'alors, Henri II, tenant une maquette du vitrail. On entrevoit aussi 4 de leurs enfants, Henri le Jeune, Richard le futur cœur de lion, Geoffroy et Jean, le futur Jean Santerre, roi d'Angleterre.